Aujourd'hui, je t'embarque à la découverte d'un format de livre particulier, le format EPUB. Alors je sais, ce format de livre peut paraître obscur, trop compliqué, mais je t'assure, c'est vraiment simple. Il suffit de connaître quelques règles, des règles informatiques, et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. On va décortiquer un fichier EPUB, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et le comparer à ce que tu vois sur ta liseuse. Ensuite, on va construire quelques pages. Comme ça, je vais te montrer les premières étapes de la construction d'un livre numérique. Cette vidéo va être assez longue, mais si tu tiens jusqu'au bout, je vais te donner une petite astuce qui va te permettre de gagner énormément de temps lorsque tu vas construire ton livre numérique à partir du manuscrit issu de LibreOffice. Cette astuce va te simplifier la vie et t'éviter de passer par un convertisseur comme Calibre ou un service en ligne. Donc, commençons par le début. Et qu'est-ce que c'est qu'un EPUB? Un EPUB, c'est l'acronyme de Electronic Publication. E pour électronique, et PUB, donc pub pour publication. Certains disent EPUB, EPUB. Moi je prononce EPUB à l'anglaise, à toi de choisir le terme qui te convient. Maintenant, un EPUB, c'est ce que ce terme veut dire en français, c'est-à-dire une publication électronique, donc un livre numérique. Donc un EPUB, c'est un livre numérique, et je dirais même plus, c'est l'un des 3 formats de livre numérique. Avant de parler de ces 3 formats, on va continuer avec les définitions. L'EPUB est un format de fichier compressé, un peu comme un zip, mais qui a pour extension à la fin du fichier .epub.epub. C'est un format de fichier standard et ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'utiliser pour créer un livre numérique. Et d'ailleurs, c'est un groupe, l'IDPF, un forum de personnes dans le monde entier, qui se sont réunis pour créer ce format de fichier, parce qu'à un moment donné, le format de fichier PDF était trop limité. Il fallait un fichier qui puisse s'adapter aux différentes formes d'écran, qui puisse partager différents médias. Et ce groupe de personnes, cette IDPF, qui veut dire International Digital Publishing Forum, eh bien, cet IDPF a créé le tout premier format d'EPUB. Et il a créé ensuite des guides pour dire comment réaliser des EPUB. Et pour continuer dans l'historique, l'IDPF s'est arrêté en 2017 puisqu'il a fusionné avec le W3C. Qu'est-ce que c'est que le W3C? W3, pourquoi? Parce que 3W pour World Wide Web et C pour consortium. Le W3C, c'est un autre groupe de personnes qui se sont mises en commun pour créer des règles et des protocoles d'utilisation du web et par extension des EPUB. Parce qu'un EPUB, c'est un agencement de code informatique. Et ces codes informatiques sont très proches du code HTML. Quand on construit un EPUB, on utilise ce qu'on appelle une sémantique, c'est-à-dire des protocoles, des règles grammaticales informatiques qui permettent au final de créer un livre numérique. Alors là, bien sûr, tu as l'impression d'être perdu, mais ces règles, cette sémantique est claire, elle est logique et elle s'adapte à tes besoins. Et tu vas voir, elle n'est pas si compliquée que ça une fois que tu as compris comment ça marche. Et comme je te parle d'une sémantique, qui dit sémantique, dit langage. Et dans le cas de l'EPUB, de 2 langages qui sont complémentaires l'un de l'autre. On a le langage XML qui permet de stocker et de transporter toutes les données de ton EPUB. C'est le XML qui permet d'organiser tout l'EPUB. En complément, pour que tes pages soient correctement écrites, on emploie le langage XHTML. Je pense que le langage HTML te parle. On l'emploie pour construire des pages web. Eh bien, le XHTML, c'est une version du HTML pour le XML. Tu m'as suivi ? Et on va construire une partie de notre livre avec des fichiers qui ont l'extension XHTML. Je vais t'expliquer tout ça plus loin avec des exemples. Mais si tu as envie de creuser le sujet sur les langages XML et XHTML, je te laisse quelques liens dans la description de cette vidéo. Donc voilà, un EPUB, c'est un livre numérique qui est ouvert. Il est régi par 2 langages, le XML et le XHTML. Et l'IDPF et le W3C ont bien fait les choses puisqu'il y a des règles de mise en page, une sémantique pour organiser l'EPUB selon tes besoins. Alors maintenant, parlons des livres numériques en général. Il y a 3 formats de livres numériques. Il y a l'EPUB, dont on vient de parler, le format Mobi qui est privé puisqu'il n'appartient qu'à Amazon, et tu as aussi le format PDF qui appartenait à Adobe, mais qui est devenu un format standard. Maintenant, faisons un zoom sur le format EPUB qui a 2 versions, l'EPUB 2 et l'EPUB 3. L'EPUB 2 est la version la plus vieille et la plus répandue, et tu as l'EPUB 3 qui est arrivé il y a quelques années. Il y a 3 évolutions majeures de l'EPUB 3 par rapport à l'EPUB 2. L'EPUB 3 permet la lecture des vidéos et des audios. Il a une sémantique beaucoup plus précise qui permet de donner une organisation détaillée du livre à la liseuse. Et cette sémantique permet de rendre les livres accessibles aux personnes qui ont des difficultés à lire correctement, quel que soit leur handicap. Pour continuer avec le format des livres numériques, il faut savoir qu'il y a 2 façons de les mettre en page. Tu peux faire une mise en page fixe, par exemple
Un PDF a une mise en page fixe, mais les formats EPUB et Mobi peuvent aussi avoir des mises en page fixes, avec de grandes images qui s'adapteront à ton écran, mais dont tu ne pourras pas grossir le texte. D'ailleurs, j'en viens à la deuxième manière de mettre en page ton EPUB. Tu peux utiliser une mise en page réajustable, qui pour moi est le plus gros avantage des livres numériques. Réajustable, en anglais, ça se dit reflowable. C'est très indigeste, alors on va rester avec la version française et je vais aller te montrer tout de suite à quoi ça correspond. Alors, tu es en présence ici de mon dernier livre, Le souffle de l'amitié, que j'ai ouvert avec la liseuse Calibre. Et comme tu peux le voir, si par exemple je réduis sa taille, eh bien l'image s'adapte avec le format de la liseuse. Là, on parle de l'image, mais allons voir le texte. Ici, la taille du texte est définie en fonction des caractéristiques de la liseuse. Par exemple, ici, j'ai défini une taille de 18 pixels. Mais si je veux augmenter cette taille, par exemple, on va aller jusqu'à 28, le texte s'adapte à la fenêtre. Et si par exemple, je grandis la liseuse sur tout mon écran, eh bien ce texte va s'adapter à la hauteur et à la largeur de la liseuse. Je vais réduire à nouveau mon texte à 18. Et là, ma page de mention légale occupe juste la largeur qui lui est dédiée. Ensuite, j'ai la dédicace, ma table des matières, et j'ai 2 pages qui t'expliquent comment lire le livre. La 4e de couverture, etc., etc. Et quand on arrive ici sur le premier chapitre, eh bien le texte que j'ai mis en forme selon certaines règles s'adapte aussi en fonction des règles de la liseuse, puisque par exemple ici, au niveau du texte, j'ai du Times. Mais si je veux, je peux changer la couleur du texte. Je peux décider d'avoir un fond noir. Et là, à ce moment-là, eh bien, mon texte s'adapte, se met en blanc et le fond est noir. Je peux aussi donc changer la police. Ici, la liseuse choisit elle-même sa police par défaut, mais si je voulais, je pourrais utiliser, je sais pas moi, Arial, une police Arial. Et là, la police est adaptée, sachant que Arial n'est pas une police agréable à lire parce que ce n'est pas une police à empattement. Il vaut mieux une police de style Time News ou alors Garamond. Donc là, je vais reprendre mes caractéristiques par défaut. Je vais mettre un fond blanc et je vais mettre une police donc là, la liseuse a repris la police par défaut. Et comme tu peux le voir, l'avantage d'un livre numérique au format EPUB, c'est que tu peux manipuler le texte, le grossir ou le réduire, et donc le rendre beaucoup plus accessible, surtout aux personnes malvoyantes. L'autre avantage d'un EPUB, c'est que tu as ce qu'on appelle une table des matières, c'est-à-dire que tu peux naviguer facilement à l'intérieur du livre. Par exemple, je peux me rendre au niveau du chapitre 10, tout comme je peux me rendre directement à la couverture au début du livre. Enfin, tu peux trouver des métadonnées dans le livre numérique, c'est-à-dire ses caractéristiques, l'auteur, la langue. J'avais rajouté aussi une description, mais tu peux rajouter encore d'autres métadonnées, notamment des métadonnées d'accessibilité. Et puisqu'on parle des liseuses, cet exemple était avec la liseuse Calibre. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de liseuses. Et je dirais que c'est un gros problème, parce que la plupart ne lisent encore que de l'EPUB 2. Il y a celles aussi qui ne vont lire qu'en noir et blanc, celles qui n'agrandissent pas les photos, ou encore celles qui ne prennent pas en compte toutes les balises et ou leurs propriétés. Par exemple, Kindle, puisque je publie sur Kindle, je vais te donner mon expérience avec cette liseuse. La liseuse sur ton smartphone ou ta tablette est en couleur. Par contre, la liseuse Kindle elle-même est en noir et blanc. Jusqu'à l'automne de l'année dernière, Kindle ne prenait pas en compte une propriété qui pour moi est essentielle et qui est Page Break Inside Avoid. Cette propriété CSS est importante lorsque tu as une photo et un titre en dessous et que tu ne veux pas que la photo soit séparée de ce titre. Jusqu'à l'année dernière donc, Kindle ne prenait pas en compte cette propriété, ce qui était fort disgracieux puisqu'avant tu pouvais avoir la photo en bas de la page et le titre sur la page suivante. Cette propriété est maintenant intégrée à Kindle, ce qui est tant mieux. Mais une autre propriété qui n'est pas intégrée par exemple, c'est la balise ABBR. La balise ABBR, c'est un peu comme une balise de notes,
Seulement, c'est pas une note de bas de page, c'est une note qui va apparaître si tu cliques ou tu surlignes le mot en question. Et cette balise est très pratique pour rendre les livres accessibles. Comme ça, les gens peuvent cliquer sur le mot et avoir une description du mot. Eh bien, cette balise n'est pas encore prise en compte par Kindle et c'est bien dommage parce que c'est une balise d'accessibilité. Donc, tous les livres numériques Kindle ne sont pas forcément accessibles aux personnes ayant des difficultés à lire. Et donc, on en arrive à cette question, pourquoi s'entêter à publier des livres numériques? Eh bien, de mon point de vue, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui lisent en numérique, donc il faut t'adapter à ton lectorat et produire au moins un livre sous format numérique. Un autre avantage de l'EPUB, c'est qu'il est réajustable. Tu peux le lire sur ta tablette, sur ton téléphone, sur ton ordinateur, il est très flexible. Le format de livre EPUB est le plus utilisé et en plus, il est ouvert, ce qui est quand même un énorme avantage. Ces concepteurs ont fourni des règles, une sémantique qui te permet d'organiser l'EPUB en fonction de tes besoins. Un autre avantage, c'est que sa dernière version, la version 3, permet de rendre les livres accessibles à tous. Et enfin, je dirais que l'EPUB, en tant qu'auteur auto-édité, est bien pratique lorsque tu veux fournir un fichier à KDP, parce que si tu l'as bien formaté, KDP va rapidement le transformer en mobile. Après toutes ces généralités, passons maintenant au concret. On va aller décortiquer le fichier EPUB. Je te l'ai dit en introduction, le fichier EPUB est un fichier compressé, comme un zip ou un RAR. Et justement, en convertissant un fichier EPUB en fichier zip, on peut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai trouvé cette astuce dans un petit guide que j'ai trouvé très pratique et dont je te mets le lien en description. Ce guide s'appelle « Créer des e-books avec Sigil » de Benoît Huot. C'est l'un des tout premiers documents que j'ai lu pour comprendre comment faire un EPUB et je tenais à te donner cette source qui est vraiment très intéressante. Maintenant, allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'EPUB. Donc, un livre numérique, comme tu peux le voir, c'est juste un fichier avec une extension EPUB. Ici, j'ai fait la copie du Souffle de l'amitié, mon dernier roman. Et la manipulation dont on te parle, c'est de créer donc une copie de cette copie. Donc je vais copier, CTRL-C, et ensuite je vais faire un CTRL-V et je vais créer une copie de mon livre. Je vais la renommer en test, tout simplement, test 01. Et ensuite, je vais changer ici l'extension EPUB, je vais la changer en zip, le fameux standard de compression de dossiers, de fichiers. Je fais entrer, mon ordinateur il me dit « Vous êtes vraiment sûr de vouloir changer l'extension ?» Je dis oui. Et puisque j'ai changé l'extension, eh bien, le programme qui est associé n'est plus le programme ici Calibre, la liseuse Calibre. C'est le programme qui permet de compresser et de décompresser des fichiers qui s'appelle 7zip. Et donc, je vais ouvrir mon fichier qui est compressé. Et je vais trouver à l'intérieur deux dossiers et un fichier. Alors, on va extraire ce fichier ici, et je vais l'extraire dans un dossier donc test 01. On ferme, et là maintenant je vais aller voir ce fameux dossier, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon livre. Alors déjà tu as un fichier Nimtype, donc je vais l'ouvrir avec mon programme favori qui s'appelle donc Notepad++. C'est le logiciel, d'ailleurs je te mets le lien en description, c'est le logiciel qu'on va utiliser et qui est hyper utile pour lire tous les fichiers qu'on utilise dans un livre numérique, dans un format EPUB. Donc je l'ouvre avec Notepad++. Et qu'est-ce qu'on te dit? Bah, tu vois ce fichier Nimtype, c'est tout simple, il te dit que l'application elle doit être pour EPUB et zip, tout simplement. Donc pas grand chose de très intéressant pour l'instant, on te dit juste que c'est une application EPUB zip. Le dossier suivant, on va aller voir ce qu'il y a. Dans le dossier méta, tu as deux fichiers et tu vois que mes extensions texte et XML et même XHTML et HTML, tous ces fichiers là, je les configure pour qu'ils s'ouvrent toujours avec Notepad++. Donc on va double-cliquer et on va ouvrir. Et là il dit, alors il est encodé avec donc JSON en base 64, ok. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors le deuxième, ah tiens donc, tu vois qu'il y a un XML et qu'on est dans un container et il te dit que c'est la version 1 et on te dit que root file, il faut aller voir un fichier racine et que ce fichier racine en fait c'est le content OPF. Et la petite info c'est que le content OPF, la liseuse qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lire ce fichier là et c'est ce fichier qui va lui dire eh ben, ici tu as une couverture, ici tu as le chapitre 1, ici tu as le chapitre 2, ici tu as les métadonnées. Tout ça, ça se trouve dans le Content OPF. Finalement, le premier dossier, en fait, c'est un dossier qui donne des directives à ta liseuse. Maintenant, on va aller voir le fameux dossier OEPBS. Et si tu te souviens ici, ton Content PDF, il est dans ce fameux dossier OEBPS.
Donc on va ouvrir le dossier. Et dans ce dossier, on trouve le content OPF. On va aller voir ce que c'est directement. Ah, et le content OPF, tu commences avec le langage. On te dit c'est le langage XML. On a la version 1 et le code, c'est du UTF-8. Voilà. Bon, toi, ça te parle pas, moi non plus. Mais c'est comme ça que commence toujours chaque page de ton EPUB. On te dit que c'est un langage XML. Et que dans ce langage, il y a un paquet. Et que ce paquet, il comprend tout ça. Il comprend donc des métadonnées. Et les métadonnées, c'est la langue, le titre, le nom de l'auteur. Tu as aussi la description. Et tu as ici plein de propriétés méta. Et là, ce sont toutes les propriétés d'accessibilité dont je te parlais tout à l'heure. Et ces propriétés-là, elles sont vraiment très pratiques parce qu'elles vont dire à ta liseuse, eh bien, ce livre, il est accessible. Et il est accessible de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a du texte. Il y a des textes alternatifs. Il n'y a pas de mouvement qui pourrait perturber l'œil parce qu'il y a des gens qui sont sensibles au mouvement. Eh bien, dans mon livre, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vidéo. Donc, tout plein de propriétés que l'on met à l'intérieur de ce fichier qui te dit de quoi est constitué ton livre. Ensuite, tu as le manifeste, et le manifeste reprend toutes tes pages. Il dit sous quelle forme sont tes pages, donc sous quelle extension. Il te dit aussi comment y aller, puisque le href ici, ça te donne la source de là où se trouvent tes pages. Et ça te dit aussi le type de page auquel tu as affaire, c'est-à-dire ici, on a une page XHTML plus XML. Et ici, tu as une table des matières. Ici, on te donne juste tous les éléments qu'il y a, et puis là, on te dit comment est organisée ta table des matières, parce que ce qu'il y a dans ta table des matières ne se retrouve pas forcément dans tout ce qu'il y a à l'intérieur du roman. Tu vois, par exemple, dans le manifeste, il n'y a pas que les chapitres, tu as aussi là, ici, des dossiers en CSS, on verra tout à l'heure, tu as des fichiers PNG, c'est-à-dire des images, donc là, le manifeste, lui, reprend tous les éléments qu'il y a à l'intérieur de ton roman. Lui, il va dire à la liseuse, il y a tous ces éléments-là, mais ensuite, ces éléments, ils sont organisés dans une table des matières et il n'y a que ça comme table des matières. Et on termine enfin le content avec un petit guide. Donc ça, c'est le content OPF, il est vraiment très important et dans les prochaines vidéos, on travaillera dessus et je t'expliquerai comment. Continuons à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ton content OPF, comme je te disais tout à l'heure, il te dit qu'il y a des images, les quelques images qu'il y a à l'intérieur de mon roman. Tu as un fichier NCX, c'est quoi? C'est un TOC, c'est une table des matières, Table of Content en anglais. Et la TOC, ou le TOC, le TOC NCX, c'est la version d'adaptation à une liseuse qui ne prend en compte que du EPUB 2. Parce que là, mon livre, il est formaté en EPUB 3, en version EPUB 3. Mais pour qu'il puisse être lu par une version EPUB 2, eh bien, je suis obligée d'avoir une table des matières au format NCX, c'est-à-dire au format EPUB 2. Pour mettre en page ton livre, il faut des styles. Et tes styles se trouvent dans le dossier style. Et ces dossiers styles ont des extensions CSS.css. On verra ça tout à l'heure. Et enfin, dans le texte, dans le dossier texte, tu as toutes les pages de mon roman. Elles sont rangées par ordre alphabétique. Et tu vois qu'ici, donc, il y a les chapitres, la couverture, la dédicace, les mentions légales, la page de navigation dont on parlera tout à l'heure, ma page de titre, préambule, etc., etc. Voilà. Ça, ce sont toutes les pages qu'il y a à l'intérieur de mon roman. Maintenant qu'on a décortiqué tout ce qu'il y a à l'intérieur du fichier EPUB, on va aller voir la correspondance avec la liseuse. Ici, tu as le livre numérique sur la liseuse, et ici, tu as sa version à l'intérieur du fichier EPUB. Et si on va voir ici le texte, eh bien, j'ai un fichier pour la couverture. Je passe à la page suivante. La page suivante, c'est la page de titre. J'ai un fichier pour la page de titre. La page suivante concerne les mentions légales. J'ai un fichier pour les mentions légales. Et ainsi de suite. Ici, la dédicace, un fichier pour la dédicace. Une table des matières. J'ai ce qu'on appelle ici la TOC, TOC, Table of Content, qui veut dire en anglais table des matières. Concernant ce roman, c'est le fichier que j'ai nommé préambule, etc., etc. Et pour chaque fichier, donc à chaque fichier, chaque groupe de pages, par exemple, tout le chapitre 1, qui se déroule sur plusieurs pages quand même, eh bien, tout ce chapitre 1, il est regroupé dans un seul fichier, le chapitre 1. Alors, te montrer des fichiers comme ça, c'est pas très parlant. Donc on va utiliser Sigil, le fameux logiciel dont je me sers pour construire mes EPUB, et qui va nous permettre de creuser davantage cette concordance entre la structure des fichiers et le rendu sur la liseuse.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mes chapitres? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la TOC, donc la table des matières? Mais avant ça, laisse-moi te parler des autres logiciels que tu peux utiliser pour construire un EPUB. Pour Mac, tu as InDesign et Vellum. Tu peux aussi utiliser Sigil, puisqu'il y a une version pour Mac. Si tu es sous Windows ou Linux, tu peux utiliser Word, qui peut convertir ton manuscrit en docx en EPUB. Tu as la même fonctionnalité avec LibreOffice en exportant ton document au format EPUB. Tu peux aussi passer par un autre logiciel qui s'appelle Calibre, qui est un logiciel libre lui aussi, et qui va transformer ton document docx en EPUB. Il y a aussi des convertisseurs en ligne, mais là, je ne les connais pas. Enfin, tu peux tout simplement demander à quelqu'un de faire cette conversion pour toi. Voilà, après ce tour d'horizon rapide des autres logiciels pouvant convertir un manuscrit ou créer un document EPUB directement, eh bien, on va aller voir à quoi ressemble ton livre numérique sur Sigil. On va découvrir Sigil et les bases de son fonctionnement. Je ne vais pas t'expliquer comment l'installer, parce que ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais je te mets le lien vers son site et sa page de téléchargement, et je te rajoute aussi un lien vers un guide d'utilisation de Sigil, qui est malheureusement en anglais. Il est un peu trop technique à mon goût pour une première prise en main, mais il est quand même bien pratique. Je te ferai une vidéo spécifique à Sigil. Là, on va aller à l'essentiel et ça commence tout de suite. Alors, quand tu lances Sigil, normalement, il apparaît comme ça. Peut-être pas avec ici en haut un EPUB 3. Il arrivera peut-être avec un EPUB 2, parce que moi, j'ai configuré par défaut en EPUB 3. Mais je vais te montrer comment faire. Si tu veux faire juste un EPUB 2, tu ne peux pas aller dans un EPUB 3. Je vais te montrer comment faire. Mais en tout cas, il apparaît de cette manière. Peut-être aussi que tu n'as pas cette barre ici de rechercher. Là, je l'ai enlevé. Mais si tu en as besoin, tu viens ici rechercher et la barre de recherche apparaît ici. Donc là, on va l'enlever, ce sera plus pratique. Ça évitera d'avoir une fenêtre supplémentaire. Et donc, Sigil est disposé de cette manière, c'est-à-dire que tu as des icônes en haut et tu as 3 fenêtres. La première fenêtre, si tu te souviens, là, je vais te remettre... Hop. Là, je t'ai remis la fenêtre du fichier OEBPS qu'il y a à l'intérieur de ton EPUB. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, tu as à peu près les mêmes dossiers qu'il y a ici dans cette fenêtre de gauche. Tu as le content OPF, tu as du texte, des styles, des images, tu as le NCX, mais là, tu n'as pas de NCX. Pourquoi? Parce que ici, ce fichier, c'est pas un fichier vierge ici, comme tu as ici. Et donc, on va aller ouvrir ensuite le fichier EPUB correspondant à celui-là. Mais avant ça, on va finir donc un petit tour d'horizon. À l'intérieur ici, au milieu, tu as une fenêtre. Et c'est une fenêtre qui affiche le code que tu ouvres ici sur la fenêtre de gauche. Par exemple, là, tu as la section 0001 qui est ici. Si j'ouvre, je double-clique sur le fichier nav, eh bien, j'ai le code du fichier nav qui apparaît. Et qu'est-ce que je vois sur la fenêtre de droite? Eh bien, cette fenêtre de droite, c'est la fenêtre de prévisualisation. C'est elle qui va te permettre de simuler ce que tu vois sur ta tablette. Quand je travaille, j'utilise principalement ces 3 fenêtres. J'utilise très peu des icônes qui sont en haut, d'une part parce que je préfère utiliser les menus, et d'autre part parce que, à part peut-être les liens, même si tu as des icônes pour mettre tes titres en H1, pour mettre tes textes en gras, en italique, je trouve que c'est pas pratique et je vais te montrer pourquoi. Ce n'est pas ce qu'on appelle un éditeur WYSIWYG, c'est-à-dire what you see is what you get, c'est-à-dire ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. Et pourquoi je dis ça? Parce que, comme je te disais, la sémantique d'un livre, elle est bien particulière. Il faut mettre ton texte, tes paragraphes à l'intérieur ici de la balise body, et ce paragraphe, tu le mets ici dans ce qu'on appelle une balise P. Et si je mets par exemple, je me dis, tiens, je vais rajouter du texte. Tiens, je vais écrire, je sais pas moi, bonjour. Voilà, je sais qu'il faut que je le mette dans mon body. Et là, il va apparaître, c'est bien. Et que ce bonjour, eh bien, je veux le mettre en gras. Il va se mettre en gras. Parce que ma liseuse, elle a quelques caractéristiques bien précises. Elle sait mettre en gras, elle sait mettre en italique. Si je veux mettre en italique, tu vois, ça me rajoute des petits éléments ici, ce qu'on appelle des balises. Et ça me le rajoute, mais le problème, c'est qu'ici, ma sémantique, elle n'est pas bonne. Parce que mon texte, je ne l'ai pas mis dans un paragraphe. Et donc, il faut que je mette tout ça dans un paragraphe. D'abord dans un paragraphe. Donc si toi par exemple tu n'as pas en tête qu'il faut mettre ton texte d'abord dans un paragraphe, que tes balises pour mettre en gras et pour mettre en italique doivent être à l'intérieur du paragraphe, eh bien tu vas arriver avec des incohérences. Et donc moi je vais t'expliquer justement quelle est cette sémantique
comment bien le mettre en forme. Et c'est pour ça que j'utilise pas ces icônes en haut. Moi, j'écris directement les balises. Je crée directement mes balises. C'est peut-être compliqué au départ, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple et surtout, ça évite de faire des erreurs. Donc là, tu vois, j'ai employé certains termes, des balises. Je t'ai aussi parlé de sémantique. Et justement, si tu veux comprendre comment construire un livre au format EPUB, il faut comprendre ces règles. Mais je ne peux pas t'expliquer ces règles si on n'a pas le même vocabulaire commun. Donc, on va faire une petite parenthèse ici et je vais te donner le vocabulaire de base qu'on emploie pour publier un livre numérique. Donc, on reprend ici. Je vais effacer ce que j'avais écrit. Et on va décortiquer cette page. Et je pense qu'une fois qu'on aura décortiqué la page, ce sera beaucoup plus clair pour toi. Alors déjà, comme tu peux le voir, il y a plusieurs couleurs. C'est quand même bien pratique. Et les couleurs qu'il y a ici en bleu, c'est ce qu'on appelle des éléments. Les éléments, ce sont les grandes parties de ta page. Et comme tu peux le voir, ici, tu as des éléments. Et tes éléments, ils sont encadrés ici par ce qu'on appelle des chevrons. Tu as un chevron au début, à gauche, et un chevron à droite. Tu as un élément XML qui te dit que tu es sur une page qui est encodée avec du XML. On dit que tout ça, c'est une balise avec un élément XML encadré de chevrons, un chevron de gauche et un chevron de droite. Tu as un autre élément qui te dit que tu es en doctype, et c'est un doctype de type HTML. Et ensuite, tu as un autre élément ici qui te dit que tu es sur un élément HTML. On te dit que là, tu es en doctype HTML et puis là, tu rentres directement dans ton élément HTML. Et comme tu peux le voir, les deux premiers éléments, en fait, ils étaient tout seuls. Ici, ce sont des balises uniques, mais tu as des balises qui vont par paire. Et ces balises qui vont par paire, par exemple, eh bien, tu as la balise HTML et elle est constituée de la même façon, avec un chevron à gauche et un chevron à droite, avec son petit nom qui est ici en bleu. Alors en fonction des programmes, la couleur change, mais là, puisqu'on est en bleu, on part en bleu. Et à la fin, si tu regardes, toute ta balise, qui a aussi des éléments aussi à l'intérieur, eh bien toute cette balise-là, elle est aussi à la fin, elle se retrouve à la fin, mais sous une forme différente avec cette petite barre, ce slash ici, cette petite barre en travers. Et on dit que c'est une balise par paire, donc tu vois qu'il y a un élément de début et un élément de fin. À l'intérieur, donc toute cette balise HTML, c'est toute ta page, c'est celle qu'on va retrouver, c'est tout cet élément blanc là. C'est là où tu vas mettre tout ton texte, mais il y a deux éléments à l'intérieur de ton texte. Il y a deux sous-balises, on va dire, une balise head, et ça, cette balise head, en fait, c'est une balise de tête, head qui veut dire tête en anglais. Et cette balise, c'est pareil, elle est constituée d'une balise qui ouvre, une balise qui, on va dire, fermante, une balise ouvrante et une balise fermante. Et ces deux balises, à l'intérieur, tu as une sous-balise qui est le titre. Donc, par exemple, ici, moi, je vais mettre que c'est le titre de la première page. Mais j'ai écrit première page et je ne le vois pas ici dans la prévisualisation. Et même si je rafraîchis ma prévisualisation, je ne vois rien. Pourquoi? Parce que dans le head, en fait, tu as toutes les informations qui vont constituer ta page, mais c'est des informations cachées. Par contre, dans la balise body, là, dans ta balise body, tu as toutes les informations qui vont apparaître sur ta page. Et cette balise body est très importante. Alors, j'utilise balise et élément. Pour moi, c'est la même chose. C'est un abus de langage. Normalement, je devrais dire dans la balise de l'élément body. Mais balise et body, pour moi, c'est la même chose. Donc ça, c'est la balise body. Body, ça veut dire corps. Donc ça sera le corps de ton texte, le corps de ta page. Et quand il y a des informations qui apparaissent dans ce corps, elles apparaissent en prévisualisation. Parmi les éléments que tu peux mettre à l'intérieur de ta balise body, tu as l'élément P, qui est une balise qui fonctionne par paire, avec une balise ouvrante et une balise fermante. Et à l'intérieur de cette balise P, tu vois, c'est là que tu vas mettre ton texte. Et cet élément-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un caractère spécial, c'est ce qu'on appelle une espace insécable. Je dis bien une espace insécable. C'est une espace qu'on ne peut pas couper. Ce caractère, tu vas apprendre à le connaître puisque tu la mets donc avant un point d'interrogation par exemple, tu la mets avant deux points, tu la mets après un tiret quadratin, un tiret de texte, quand tu as un dialogue. Donc ces espaces insécables, donc on va les retrouver dans certaines parties de ton texte. Donc on reprend rapidement le vocabulaire. Ici, j'ai un élément, j'ai l'élément body. L'élément body,
qui est représenté par tout ce qui est du bleu ici. Tout ça, ce sont des éléments qui me permettent de structurer ma page pour me dire, eh bien ici je suis dans une page XML. Dans cette page, j'ai un doctype qui est de forme HTML. Et ce HTML, il est donc représenté par une balise avec l'élément HTML à l'intérieur. Cette balise, puisque j'ai plein d'éléments à l'intérieur, il y a une balise ouvrante ici et la balise fermante qui se retrouve à ce niveau-là. Une balise est constituée d'un élément avec des chevrons, un chevron de gauche et un chevron de droite. Et quand tu fermes, tu as une balise en deux parties avec une balise fermante. Il faut rajouter devant le nom de ton élément cette petite barre ici, donc le slash. L'intérêt d'avoir des pages organisées avec des éléments, c'est que chaque élément a des propriétés bien définies. Et chaque élément a aussi une place bien définie. Un élément P est un élément qui définit les paragraphes. Et un élément P est toujours à l'intérieur d'un élément body. De même, un élément body se trouve toujours à l'intérieur d'un élément HTML. Et on trouvera toujours un élément head juste avant. Et si je veux mettre un titre, eh bien je vais insérer une balise titre. Une balise H1 parce que ça va être ma première balise, donc je vais mettre une balise qu'on appelle titre H1 qui est symbolisée par cet élément-là, le H1. Et parfois, on a besoin de rajouter des informations. Parfois, j'ai besoin de rajouter, par exemple, des informations à l'intérieur de cet élément, de rajouter des propriétés. Et quand on rajoute des propriétés, bien, tu vois, regarde, il y a ces éléments ici qui sont en rouge. Et ces éléments, on appelle ça des attributs. Il y a différents types d'attributs. Je vais t'en montrer plusieurs. Là, tu vois, tu as l'attribut version. Ici, tu as l'attribut de l'encodage. L'attribut ici, XMLNS, qui te donne les références de l'encodage de la page HTML. Et ici, tu as une précision, un XMLNS avec EPUB. Et ça, c'est pour te dire qu'on est là bien dans un encodage, mais un encodage de EPUB 3. Donc, on reprend. À l'intérieur de mes balises, je peux mettre des propriétés supplémentaires. Ces propriétés sont symbolisées ici par ce qu'on appelle des attributs. Ils vont se retrouver en rouge. Et à l'intérieur de ces attributs, je vais avoir différents types de valeurs. Par exemple, ici, pour la version, j'ai la valeur, j'ai le numéro de la version. Pour la version de cet attribut-là, eh bien, c'est directement un lien vers une page web. Si tu te souviens de ce que je t'ai raconté au début, il y a une sémantique dans l'EPUB qui a été créée par l'IDPF puis améliorée par le W3C et je te mets le lien en description vers la page de cette sémantique qui va te permettre d'organiser ton livre comme tu le veux. Sur ce lien, on t'indique comment organiser tes pages d'EPUB avec des éléments et aussi toutes les variations que tu peux appliquer à ces éléments. D'ailleurs, en parlant d'organisation, maintenant ce que je vais te montrer, c'est la base de l'organisation de mes éléments que je mets dans mes EPUB. Cette organisation est quasiment toujours la même, j'y apporte quelques variations, mais je vais te donner pas mal d'indications qui vont te permettre à toi aussi de structurer tes pages. Alors on y va. Alors, avant de te montrer ma hiérarchie, j'ai oublié de te montrer comment créer un EPUB au départ. Donc, tu vas dans Fichier, Nouveau, et nouveau par défaut, je te l'ai dit, je l'ai configuré pour que ce soit un EPUB 3, mais tu peux très bien demander à faire un EPUB 2. Et là, on va aller voir, je ne tiens pas compte de l'enregistrement. Et là, je voulais juste te montrer l'organisation d'un EPUB 2. Ici, tu as à peu près les mêmes éléments, mais au niveau des fichiers, ici, tu as un TOC, un fichier TOC supplémentaire que tu n'as pas dans l'EPUB 3. De même, l'EPUB 2, comme tu peux voir ici, n'a en attribut que du XMLNS, alors qu'on en avait un deuxième dans l'EPUB 3. Ce fameux attribut avec 2 points EPUB, qui est très utile dans l'EPUB 3, puisque c'est lui qui permet d'encore plus structurer ta liseuse. Grâce à ses propriétés, à ses attributs supplémentaires que tu rajoutes, tu précises à ta liseuse de quoi est constituée ta page. Donc on va revenir à un EPUB 3, mais avant ça, ce que je voudrais faire, c'est t'ouvrir justement mon roman. On l'a vu tout à l'heure sous son format de fichier, comme ça, directement à l'intérieur de l'EPUB, mais à quoi est-ce qu'il ressemble quand on l'ouvre avec Sigil? Donc fichier, donc je vais l'ouvrir, tu vois, c'était le fameux fichier que je t'ai montré tout à l'heure, donc là on l'ouvre directement, et voilà à quoi il ressemble à l'intérieur de Sigil. Tous ces fichiers-là, que je retrouve ici dans le texte, se retrouvent ici dans le texte. Ici, j'ai des styles et j'ai des images, c'est pourquoi j'ai aussi un dossier image et j'ai un dossier style. Et j'ai aussi ce fameux fichier TOC-NCX dont je te parlais tout à l'heure, qui est spécifique au format EPUB 2 et que j'ai créé pour que mon EPUB 3 puisse s'adapter à une liseuse EPUB 2.
Et ce fichier-là, il se retrouve ici, dans le dossier NCX. Donc finalement, toute la disposition que j'ai ici se retrouve à l'intérieur du fichier EPUB. Et tous les dossiers ici que je n'ai pas utilisés, par exemple font, tu vois, je ne peux pas l'ouvrir parce que j'ai rien à l'intérieur. Et autant ici pour les images, je peux ouvrir le dossier et voir toutes les images qu'il y a à l'intérieur. Autant pour le dossier font, audio, vidéo et miscellaneous, c'est-à-dire divers. Eh bien, comme je n'ai rien, il ne se retrouve pas ici dans mes fichiers. Puisque je n'ai pas ces fichiers qui ont été utilisés, ils ne se retrouvent pas là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été cités dans le content. Donc voilà à quoi ressemble mon livre lorsque je l'ai publié avec Sigil. Et comme tu peux le voir, donc ici j'ai la couverture, c'est toujours le premier fichier qui apparaît. Donc là c'est la couverture qui apparaît au centre, avec du code qu'on décortiquera, et tu vois le rendu final au niveau de la liseuse interne de Sigil. Donc tu vois ici j'ai toujours les mêmes éléments. J'ai cette fameuse balise XML et ce doctype, toujours une balise HTML qui encadre deux sous-balises, on va dire. La balise aide, à l'intérieur de laquelle j'ai mis mon titre, mon title, à l'intérieur de laquelle j'ai un lien. Ce lien, c'est quoi? C'est le lien vers le fichier ici, ce qu'on appelle le stylesheet.css. C'est le fichier de style qu'on retrouve ici. Et ce fichier de style, si je double-clique, il va s'ouvrir. Et tout ce fichier de style me permet de mettre en page mon document, me permet de mettre en page mon livre. Par exemple, je vais ouvrir le chapitre 1. Là, j'ai double-cliqué sur le chapitre 1. Tu vois, mon fichier de chapitre, il apparaît donc, sous forme de code imbuvable sûrement pour toi. Et il apparaît ici à côté. Tout à l'heure, je te disais que pour chaque élément, tu peux améliorer cet élément grâce à des propriétés, grâce à ce qu'on appelle des attributs. Et ici, tu as un attribut qui s'appelle l'attribut classe. Et cet attribut, il est très important parce que l'attribut classe, quand tu lui donnes un petit nom, tu peux donner n'importe quel nom à cet attribut classe. Comme valeur, tu peux mettre n'importe quelle valeur. Mais cette valeur, tu vas la retrouver dans ton fichier de style. Et si par exemple ici, tu vois, j'avais l'attribut classe texte, il apparaît ici. Cette valeur, elle apparaît ici, elle apparaît dans mon fichier CSS. De cette manière, avec un point, le nom de la valeur, donc texte, tu as une accolade et là tu as des propriétés à l'intérieur qui te disent ici, alors je vais pas te faire un cours sur le CSS, mais toutes ces propriétés définissent par exemple ce paragraphe ici, cet élément paragraphe, il a toutes ces propriétés qui le définissent. Et donc par exemple, si je supprime toute cette classe qui est donc, tu as une parenthèse, tu as des propriétés qui sont à l'intérieur avec d'autres sous-valeurs, avec d'autres valeurs, et qui se termine par une autre parenthèse, une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Si j'appuie sur supprime, qu'est-ce qui se passe? T'as vu, mon texte, il a changé. Il est plus justifié. Là, il n'a plus du tout la même tête que celui d'avant. Là, j'ai un texte qui est en italique, bon, ça va. Mais tout le reste, eh bien, il n'est pas justifié. Pourquoi? Parce que là, je vais remettre, je fais un CTRL-Z et je remets ma classe. Parce que tout ce qui détermine ma classe à l'intérieur permet de définir des propriétés de mon élément paragraphe. On va aller voir un autre élément. Par exemple, eh bien, on va aller sur le titre du chapitre. Le titre du chapitre, ici, il est dans une balise H1, dans un titre de niveau 1. Et sa classe, ici, eh bien, c'est titre chapitre. Alors là, tout à l'heure, j'ai supprimé cette classe directement dans la feuille de style, mais si je la supprime ici, directement, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait CTRL-Z. Donc la classe s'appelle titre chapitre. Si je la supprime, je recommence, si je la supprime, même si elle est présente ici dans ma feuille de style, titre chapitre avec plein d'autres caractéristiques, eh bien si je ne la mets pas dans la feuille de style, mais je ne la mets pas ici dans la feuille de chapitre, dans ma classe, donc je fais CTRL-Z pour la retrouver, eh bien mon élément après, il n'est plus mis en page, tout simplement. Donc voilà un aperçu bref de mes pages. Et pour bien comprendre en fait comment sont construites ces pages, eh bien, on va partir d'un élément tout simple, on va construire au fur et à mesure tout ce que je retrouve dans mes pages. Et avant, je veux te montrer au niveau visuel à quoi ça correspond, par exemple sur la page de mon chapitre 1. Donc j'ai mon body. Mon body, tu vois, j'ai cliqué sur body, donc ça l'a surligné en gris. Ça veut dire que je suis à l'intérieur de cette balise. Si je clique sur section, ça me sélectionne maintenant la balise section avec tous les attributs qu'il y a à l'intérieur. Et là, mon body, tout à l'heure, on a dit qu'il était en deux parties. Il y a une balise fermante. Et cette balise fermante, si on descend jusqu'en bas, elle se retrouve ici, puisqu'elle est surlignée ici.
En dessous de la balise body, je t'ai dit tout à l'heure, il y a la balise section, mais j'ai une autre balise section ici. Cette balise section, elle encadre l'élément qu'il y a en dessous avec l'élément des notes de bas de page. Donc j'ai une balise section ici et j'ai une autre balise au-dessus. Et cette balise qui est au-dessus, elle encadre tout ce qui est dans mon texte ici, le texte de mon roman. Et si tu regardes, j'ai cliqué sur la balise fermante section et cette balise fermante, elle se retrouve ici, tout en haut, en dessous de mon body. Dans cette balise qui encadre ici tout mon texte, dans cette balise section donc, j'ai une balise H1, donc une balise de titre. J'ai une deuxième balise de titre mais de niveau 2, donc elle est en dessous de la balise H1. Et cette balise de niveau 2, c'est pour la date. J'ai encore une autre balise H3, ça c'est le nom du personnage. Et j'ai ensuite une balise de figure. Et les balises de figure, c'est une balise importante parce que c'est dans ces balises que tu mets les images. Donc la balise figure est constituée d'une balise ouvrante et une balise fermante. Et une balise image, une balise image, c'est une balise qui est solitaire, c'est une balise qui est toute seule. Il n'y a pas de balise fermante puisque la fermeture se fait à ce niveau-là, tout à la fin, avant le chevron. Ensuite, j'ai des paragraphes et la plupart de mes paragraphes ont une classe de texte, mais le premier paragraphe, lui, il a un text after parce que je veux que l'espacement soit plus important par rapport à l'élément précédent, donc j'ai des caractéristiques qui varient au niveau du text after. Qu'est-ce que j'ai d'autre à l'intérieur de ma page et qu'on va voir et qu'on va construire juste après? Ah oui, les notes de bas de page. Alors les notes de bas de page, tu en as une ici. Par exemple, si je clique sur 1, j'arrive directement sur ma note de bas de page ici en bas, et qui se trouve à l'intérieur de ma section dont je t'ai parlé tout à l'heure. Une note de bas de page, tu la mets dans une balise aside, et à l'intérieur de cette balise aside, tu mets la note de bas de page qui se retrouve ici, voilà, ici, là. Là, c'est le petit 1, c'est le petit 1 que tu retrouves ici, et comme il est surligné en bleu, ça veut dire qu'il y a un lien, et que si je clique sur ce lien-là, là, si je clique sur le 1, ça ne va rien faire. Par contre, si je clique sur mon lien à l'intérieur de ma liseuse, il va me renvoyer directement à l'endroit où se trouve la note de bas de page à l'intérieur du texte. Donc on va voir comment construire ça tout à l'heure. Et donc la dernière chose que je voulais te montrer, c'est justement cet élément-là, c'est la fameuse espace insécable. J'ai un tiret quadratin pour mon texte, une espace insécable, mon texte. Et ensuite, puisque j'ai un point d'exclamation, j'ai une espace insécable juste avant mon point d'exclamation et on retrouve des espaces insécables à peu près partout. Ici, par exemple, CC, je lui ai mis une balise ABBR, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui n'est pas prise en compte par Kindle, ce qui est bien dommage. Et cette balise, elle est bien pratique parce que tu vois, si tu fais juste que passer en fait ton doigt ou la souris au-dessus de l'élément qui est souligné en pointillé comme ça, eh bien tu as la traduction, c'est-à-dire CC, camping-car, puisqu'on est dans une balise abréviation. Et je pense là que c'est tout. Là, je vais pas rentrer trop dans le détail des pages parce que ça, c'est autre chose. Mais là, on est pas mal. Donc, c'est parti. Je vais enfin te montrer la sémantique de base que j'utilise pour créer les pages de mes romans. Pour ça, on va créer un nouveau fichier, un EPUB 3. Est-ce que je veux tenir compte des changements? Non. Et voilà, je suis sous un EPUB 3. Et la première chose que tu fais quand tu crées un EPUB 3, c'est que tu vas l'enregistrer. Enregistrer sous. Et c'est comme ça que tu vas créer ton EPUB 3, tout simplement. Tu vas l'enregistrer, et moi je vais l'appeler sémantique. Et voilà. Donc ton EPUB, il est déjà quand même structuré, il a déjà quelque chose. Il n'y a rien à l'intérieur, mais on va le construire. Je viens ici sur Notepad++, où j'ai sauvegardé, tu vois, j'ai créé des pages XHTML sur lesquelles j'ai sauvegardé ma structure. Et comme on n'a pas le code couleur, eh bien ce que je vais faire, je vais directement copier cette structure et je vais la mettre, donc tu vois je l'ai mis dans une balise body et je vais la mettre ici, je vais sélectionner ma balise body, de la balise ouvrante à la balise fermante et je fais un CTRL V à la place et comme ça je télécharge ma structure. Comme je te l'ai dit, la première chose dont on parle c'est les éléments, donc on va construire au fur et à mesure, on va d'abord parler de tous les éléments, ensuite tu vas voir on va rajouter du texte, on va rajouter des attributs et c'est comme ça que tu vas comprendre, je l'espère, comment structurer ta page. La structure de ma page, donc, elle est de cette manière-là, avec un body. À l'intérieur, bien sûr, de ta balise HTML, tu as ton head. Ensuite, tu as le body. Et à l'intérieur du body, j'ai deux sections, je t'en parlais tout à l'heure.
J'ai la première section dans laquelle je mets tout mon texte et j'ai la deuxième section dans laquelle je mets mes notes de bas de page. Cette section, elle est symbolisée ici par ce trait. Et ce trait, il est symbolisé ici parce que tu vois, comme je te le dis, les éléments, parfois ils représentent, ils symbolisent déjà quelque chose. Si je supprime cet élément, l'élément HR, eh bien je supprime le trait. Donc moi, j'ai envie d'un trait, donc je rajoute cet élément HR. J'ai fait un CTRL-Z pour rétablir mon élément. Et donc à l'intérieur de cette section, eh bien comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a une balise Aside. Et à l'intérieur de cette balise, j'ai une balise P et j'ai une balise A. Tiens, celle-là, on ne l'a pas encore vue, mais on en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est ma section de bas de page. Et dans la section principale, la section ici, j'ai un titre toujours symbolisé par des balises H1. Le deuxième titre deviendra automatiquement un H2. Tu peux avoir plusieurs titres H2, mais en tout cas, moi j'en ai qu'un, mais là, il est en H2. J'ai mis une balise span. La balise span, en fait, te permet de caractériser, par exemple, si j'ai du texte à l'intérieur, il permet d'affiner le texte qui est à l'intérieur, encore plus. J'ai un autre titre, un titre de niveau 3, et tu peux le voir, j'ai décalé à chaque fois mes éléments, comme ça, au moins, ça me donne un peu plus de structure. J'ai un titre de niveau 3 qui est avec une balise ouvrante et une balise fermante. J'ai une figure, on va y mettre une image. Et ce qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, parce que je voulais pas qu'il y ait de titre pour l'image dans mon roman, mais une figure, tu peux mettre donc ton image et tu peux mettre le titre de l'image. Et ce titre de l'image, tu peux le retrouver avec une feed caption. Et cet élément feed caption, cette balise feed caption, te permet de mettre le titre à ton image. Ensuite, une fois que j'ai passé donc tous mes titres, que là j'ai un élément figure que je peux mettre indistinctement, je peux aussi copier ici cet élément de figure et puis le mettre entre mes paragraphes, c'est pas du tout un souci, il n'y a pas d'ordre prédéfini. L'ordre prédéfini, c'est vraiment H1 au départ, body section H1, ensuite tes H2 et tes H3, ils peuvent se retrouver à l'intérieur de ta page. Il n'y a pas de souci avec ça, ils peuvent être intercalés avec des paragraphes. Et donc, une fois que j'ai mis tous mes titres, donc j'ai mis une figure, eh bien tu as des paragraphes. Et les paragraphes sont symbolisés par un élément P. Ici, j'ai un élément italique, parce que je vais mettre du texte en italique. Et ici, pour les dialogues, j'ai mis un tiret quadratin et systématiquement, j'ai mis une espace insécable. Donc, comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Voilà la base de la configuration de mes éléments. Et là, je parle bien que des éléments de ma page. Et comme il n'y a que les tirets qui apparaissent et le HR, eh bien on ne voit que ça en prévisualisation. Maintenant, on va un peu complexifier tout ça et on va rajouter du texte. Donc je retourne ici, là j'étais sur la base de ma sémantique. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai rajouté du texte, tu vois. Au niveau de mon titre, de mon premier titre, j'ai rajouté le numéro de chapitre, j'ai rajouté la date, j'ai rajouté le nom, et j'ai rajouté du texte à l'intérieur des paragraphes, et j'ai même rajouté une note de bas de page. Donc, je fais CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Et on va ici, donc mon body, là, je vais tout le sélectionner. Hop, juste body. Et je fais CTRL V pour importer mon texte. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon texte, il apparaît. Maintenant, il apparaît dans la prévisualisation. Comme tu peux le voir, la liseuse de Sigil a déjà des caractéristiques prédéfinies pour certains des éléments. Par exemple, en H1, la police est plus grande et il est en gras. Pour le H2, c'est pareil. La police est beaucoup plus grosse, en gras. Et là, pour le titre de mon image, qui n'est toujours pas là, eh bien pour le titre de mon image, il est prédéfini pour être au centre. Par contre, comme tu peux le voir ici, mon texte n'est pas du tout justifié. Et pourquoi? Parce que, eh bien, il manque justement ces fameuses classes dont je te parlais tout à l'heure. Mais avant de rajouter ces classes, je vais te montrer comment rajouter déjà une image. Parce que ici, j'ai une image, et pour rajouter une image, ben déjà, il faut rajouter l'image dans le dossier. Donc, tu vas sur ton dossier, tu cliques droit, et tu fais ajouter des fichiers existants. Donc là, je veux rajouter le camping-car de Chloé, et je veux rajouter aussi la couverture. Comme ça, on a les deux. Je fais ouvrir. Et donc maintenant, mes deux images se retrouvent dans mon dossier images. Pour afficher une image, il faut un attribut. Il faut un attribut source. Il faut dire à ta balise image, eh bien, il faut aller chercher cette image au niveau de la source. Et la source, donc ton attribut c'est la source, et la valeur de ta source, eh bien, c'est tout le chemin pour aller jusqu'à la source. Et ce chemin, c'est 2 points, une barre, image, attention, il faut bien faire attention à respecter la casse.
La casse, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ici, tu vois, image, le i est en majuscule. Donc il faut bien respecter, mettre i majuscule et image au pluriel. Ensuite, je mets encore une barre et je mets tout le nom de mon image. Exactement le même nom avec les mêmes caractères. Tu vois, c'est cccolor.png et tout ça, je le mets à l'intérieur de guillemets. Donc je vais copier cette source et je vais la glisser à l'intérieur de mon image. Et quand tu as un élément et que tu veux rajouter un attribut, il faut absolument faire un espace. Donc là, un espace avec ta barre d'espace. Espace, barre d'espace, CTRL V. J'ai rajouté mon image. Alors pourquoi il apparaît pas? Parce que, voilà, elle était un peu grosse. Là, ça y est, elle est apparue. Et si elle n'apparaît pas, tu fais rafraîchir et l'image apparaît. Mais mon image, elle est apparue à 100%. C'est le format qu'il y a ici de l'image. Comment est-ce que je fais ici pour modifier mon format? Eh bien, il faut que je rajoute des classes. Il faut que je rajoute un autre attribut. Cet attribut, c'est les classes. Donc, on va rajouter les classes pour tous les éléments ici de mon body. Et là, eh ben tiens, il ne se passe rien. Ben pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une classe, elle est définie à l'intérieur d'un fichier CSS. Et ce fichier CSS, il se trouve dans mes styles. Or, ben, j'ai pas encore mon fichier CSS de style. Donc, même si j'ai ma classe et que ma classe, elle me dit, bah, il faut que tu mettes la classe, il faut que tu mettes les propriétés de la classe texte, tant que j'ai pas ces propriétés quelque part, rien ne va se passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Déjà, je vais rajouter mes styles. Donc, je vais au niveau de mon dossier style, je clique droit, je fais ajouter un fichier existant et je rajoute ici mes styles. Et là, il ne se passe encore rien du tout. Même si je rafraîchis, il va encore rien se passer. Pourquoi? Parce que ensuite, il faut que je dise ici à mon fichier que je lis ce fichier avec le fichier de style. Donc, je clique droit, je fais lier les feuilles et je sélectionne mon style, mon fichier de style qui se trouve bien ici. Donc, je sélectionne mon fichier de style, je fais OK. Et là, ça y est, mon texte s'est mis en page en fonction de mon fichier de style. Là, je viens d'ouvrir mon fichier de style. Et mon texte s'est mis en page en fonction du fichier de style, puisque maintenant, pour chaque classe, mes classes, elles savent. Regarde ici, dans le head dont je te parlais tout à l'heure, c'est ce qui est invisible à ton œil, mais c'est ce qui donne des informations à la liseuse. Dans mon head, je sais que j'ai un lien, que tout ce qui est en lien avec cette feuille de style va pouvoir s'appliquer à l'intérieur de mon fichier. Eh bien, ce qui est en lien ici, c'est ma feuille de style en .css, mon stylesheet.css. Et cette feuille de style, maintenant, bah, chaque élément, que ce soit un élément ou que ce soit ici une classe, eh bien, ça va me modifier le rendu final sur la liseuse. Alors, on va maintenant complexifier un peu plus la chose, puisque je vais te parler des fameux liens avec les notes de bas de page. Et ces liens, ils sont dans une balise qu'on appelle A. Une balise A, pourquoi? Parce que c'est une encre. A pour encre, A pour anchor en anglais, mais A pour encre. Et pour qu'une encre fonctionne, il faut deux choses. Déjà, il faut une balise A, et il faut aussi qu'il y ait un autre attribut, et il faut qu'il y ait un identifiant, ce qu'on appelle un ID. Et un identifiant est toujours unique. Donc, à chaque fois que tu crées un identifiant, il faut qu'il soit tout seul sur la page, et qu'il n'y en ait pas d'autre qui lui ressemble, parce que sinon ça fait un bug. Donc si je veux créer un lien ici, entre mon petit 1 du texte et l'autre petit 1 qui se trouve ici en note de bas de page, il faut que j'attribue un identifiant à ma note de bas de page, et qu'ensuite j'utilise encore un autre attribut qui lui va me dire, eh bien tu peux aller à cet identifiant. Et là, je te parle chinois, je vais te montrer ça tout de suite. Je vais te montrer ça avec les liens et les identifiants que j'ai rajoutés à l'intérieur de ma page. Donc, je reprends mon body, je l'enlève, et CTRL V, j'ai rajouté tous mes identifiants. Et là, comme tu peux le voir maintenant, mon 1 est surligné en bleu. Ici aussi, mon 1 est surligné en bleu, et j'ai même mis aussi un lien au niveau du titre de l'image. Donc, avant de parler du lien sur le titre de l'image, il faudrait que j'enlève... Je vais enlever. Voilà, c'est quand même plus clair si on enlève le correcteur orthographique. Tout ce rouge, ça faisait mal aux yeux. Donc on en revient ici. Comme tu peux le voir, mon lien ici, 1 à l'intérieur du texte,
se retrouve ici dans mon paragraphe, à l'intérieur d'une balise A. Et j'ai deux attributs que j'ai rajoutés en plus de la classe. J'ai l'attribut ID, je lui ai donné un petit nom qui s'appelle note1. Et j'ai un autre attribut, l'attribut href. Et cet attribut, il est constitué d'une valeur. Et cette valeur, elle est constituée d'un dièse. Pourquoi un dièse? Parce que quand tu as un dièse, ça veut dire que tu vas à l'intérieur, tu navigues à l'intérieur, tu fais des sauts à l'intérieur de ton document. Et tu vas à l'intérieur du document, donc le dièse. Et à l'intérieur de ce document, on va aller vers l'identifiant FN01. Où se trouve l'identifiant FN01? L'identifiant FN01, il se trouve ici, dans ma balise aside. J'aurais pu le mettre ici dans ma balise P, mais je l'ai mis dans ma balise aside. Et j'ai mon identifiant ici, FN01. Et donc, quand je clique ici sur 1, eh bien, ça m'envoie directement à mon élément. Comme tu vois, ça a sélectionné directement mon élément FN01. Inversement, si je clique sur 1 ici, si tu regardes, mon 1 est encadré dans une balise A, avec à l'intérieur une classe, mais aussi un attribut href, avec un dièse, et qui va vers quoi? Il va vers note 01, donc mon identifiant ici, à l'intérieur de mon texte. Si je clique sur 1 ici, ma liseuse remonte jusqu'à la ligne où se trouve la note. Les identifiants, tu ne les utilises pas seulement pour établir des notes de bas de page. Tu les utilises aussi dans les sections, dans les balises titres, dans les balises H1 ou moins. Dans les balises, moi j'en mets aussi dans les images, et aussi dans tous les endroits qui te paraissent nécessaires. Par exemple ici, pour la section, j'ai aussi un identifiant pour la section du bas. Dernière petite précision au niveau de la balise A. Au niveau du titre ici, du titre de l'image, j'ai encadré ce titre d'une balise A, mais l'attribut href de la balise A, tu n'utilises pas simplement pour naviguer à l'intérieur de ton fichier. Tu peux créer aussi un lien externe. Comme ici, j'ai mis un lien vers mon site web. Donc si je clique ici directement sur le titre, je fais OK. Ah, et bien sûr, comme je ne suis pas connecté à Internet, mon navigateur ne m'a pas ouvert mon site web. Mais enfin bref, ça t'ouvre ton navigateur et ça te dirige vers ton site web. Alors, quelques attributs supplémentaires qui sont nécessaires pour construire la page de ton livre. On va parler maintenant de l'attribut Alt et de l'attribut Title. Donc on va copier ça et on va le transférer au niveau de notre EPUB. L'attribut Alt, tu le mets avec une image. Une image, il faut toujours un attribut Alt et à l'intérieur de cet attribut Alt, la valeur, c'est la description de ton image. Par exemple, ici, ma valeur, c'est le camping-car de Chloé. Pourquoi est-ce qu'il y a un Alt? Parce que c'est un alternatif. Parce que quand, par exemple, on va dire, je supprime ici ce fichier. J'ai fait une erreur, quand j'ai recopié mon fichier, j'ai pas mis le fichier. Je le supprime. Et là, le fichier n'apparaît plus au niveau de la liseuse. Et donc, il faut bien un texte alternatif pour dire que, à la place de l'image, il y a la description de l'image. Et c'est le camping-car de Chloé. J'aurais très bien pu mettre, ici, normalement, se trouve l'image du camping-car de Chloé. Voilà. Donc, l'attribut Alt, important, il faut qu'il soit toujours complété. Souvent, les gens oublient de le faire, mais c'est vraiment important de compléter cet attribut, surtout si tu veux rendre ton livre accessible. Ton EPUB, il faut absolument que tes Alt soient complétés. De même, je ne l'ai pas mis, mais tu vois, j'aurais dû mettre un titre ici, par exemple, pour mon H1, pour dire que le titre de niveau 1 de ma page est 01. Et ce titre, ce nom, en fait, tu ne mets pas un Alt, ce coup-ci, tu mets un title. Et ce title, par exemple, quand je surligne, tu vois, ça reprend ici, en cliquant sur ce titre, votre liseuse ouvre une fenêtre vers votre navigateur, votre dirigeant vers le site, etc., etc. Donc, c'est une information supplémentaire, cachée, mais supplémentaire, qui permet de décrire tout ce qui se passe au niveau de cet élément. Enfin, les derniers attributs dont je veux te parler, ce sont les attributs EPUB, EPUB type. Donc, je vais compiler mon body. Ces attributs EPUB type, ce sont des attributs qui sont spécifiques à l'EPUB 3. Et ces attributs EPUB type permettent de caractériser encore plus ton EPUB et de déterminer précisément ce qui se passe dans chaque élément. Exemple,
Dans mon body, j'ai mis un EPUB type Body Matter. Pourquoi? Parce que si tu as regardé la vidéo que j'ai faite sur qu'est-ce qu'un livre papier, il y a 3 parties dans un livre papier. Il y a les pages liminaires, il y a le corps de texte, le livre en lui-même, et il y a les pages qui sont à la fin, les pages annexes. Eh bien, tu fais la même chose. Quand tu es dans un EPUB, tu caractérises exactement ton EPUB de la même manière, et tu dis que ton body ici, c'est un body qui appartient au body matter, c'est-à-dire au corps de texte. Si j'étais dans les pages liminaires, je dirais que c'est dans front matter. Ce ne sera pas du body matter, ce serait du front matter. Et si c'était dans des pages annexes, eh bien je dirais que mon body ici, tout ce qui est à l'intérieur, c'est dans du back matter. Maintenant, je précise dans ma section, je dis que ma section c'est quoi? Eh bien ma section c'est un chapitre. Et parfois, alors c'est ça qui est un peu compliqué, mais une fois que tu as bien compris le truc, parce que bien sûr il suffit d'aller sur la page, hein. Là si tu vas sur la page de la structuration, on t'explique tout. On te dit tout, voilà, c'est en anglais, mais on te dit que le back matter, tu vas le mettre plutôt dans la section body, donc moi je le mets dans le body, et que après le chapitre, eh bien tu le mets soit en section soit body, moi je le mets dans la section, et qu'il faut rajouter un rôle doc chapter. Et bien c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un EPUB type chapter, et j'ai rajouté un rôle doc chapter, et en plus il faut aussi rajouter un Arial labeling qui correspond à l'identifiant que tu as mis ici dans ta section. Voilà, donc c'est des petites choses qu'il faut rajouter. Et donc ces caractéristiques d'EPUB bien précises, tu les mets pour plusieurs éléments, tu les mets pour le body, pour les sections, tu le mets aussi pour tout ce qui est les liens. Lorsque tu fais des liens internes, par exemple, ici tu précises que tu as une note ref, donc c'est-à-dire une note de référence, celle qui va se retrouver dans ton texte, avec un rôle doc note ref. Et quand tu arrives en bas, quand tu es dans la note de bas de page, eh bien tu mets aussi un EPUB type qui lui s'appelle référeur, avec un doc backlink comme rôle. Au niveau de mon aside, j'ai aussi un EPUB type, c'est l'EPUB type footnote, parce que footnote ça veut dire note de bas de page, donc c'est la note de bas de page, avec un rôle doc footnote. Et la section qui englobe, là je n'ai qu'une note de bas de page, mais je pourrais très bien en avoir plusieurs, et cette section avec toutes les notes de bas de page, son EPUB type, c'est footnotes avec un S. Voilà, je t'ai décrit brièvement la structure de base de chaque page que j'utilise pour mon EPUB. Il y a bien sûr parfois des particularités. Par exemple, je vais aller ouvrir l'EPUB de mon roman. Tu as des particularités, par exemple ici pour la couverture. La structure est différente puisque ici je n'ai qu'une image. Donc j'ai un body, j'ai une section et ensuite j'ai mon image. Pour la page de titre, eh bien c'est la même chose puisque j'ai mis une image, donc j'ai repris à peu près la même configuration que ma couverture. Et bien sûr, une fois que tu as mis toutes tes pages, que tu as construit toutes tes pages, il faut bien sûr créer une table des matières. Pour créer une table des matières, tu vas dans Outils et générer la table des matières. Bon, je te ferai des vidéos spécifiques pour ça, mais il faut savoir qu'il faut rajouter une table des matières. Et à chaque fois que tu réalises un changement, eh bien ce changement se traduit au niveau de la navigation, de ce fichier-là, navigation, et se traduit aussi au niveau du fichier content. Et voilà, tu sais maintenant ce qu'il y a à l'intérieur d'un fichier EPUB et comment le structurer de façon simple dès le départ. Comme je te l'ai dit, je vais maintenant te donner une petite astuce. Je ne suis pas fan des convertisseurs automatiques. Je préfère structurer moi-même mes pages plutôt que de laisser un convertisseur insérer des balises et des propriétés dont je ne veux pas. Mais l'avantage de ces convertisseurs, c'est qu'ils font tout en bloc et en quelques secondes. Si tu construis ton livre toi-même, lorsque tu n'as que des titres à recopier, c'est facile. Mais lorsque tu as des paragraphes qui s'étale sur 10 à 300 pages, oui, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, je vais te donner une technique qui va te permettre de faire cette conversion toi-même en quelques clics. Alors, cette petite astuce dont je te parlais, elle se trouve ici. Par exemple, j'ai ici la page de copyright de mon roman. Et ce que je voudrais, c'est pouvoir transformer ce texte et l'insérer ici directement dans une page des mentions légales. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étoffer rapidement cet EPUB. Donc là, ici, je vais changer, je vais cliquer droit, je vais renommer ici cette section, je vais mettre chapitre 01. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une couverture, parce que c'est quand même pas très beau. Donc pour créer une couverture, il faut aller dans Outils,
ajouter une couverture. Tu sélectionnes le fichier que tu veux mettre en couverture et tu fais OK. Et là, comme tu vois, tu as le fichier qui s'est créé directement. C'est Sigil qui te crée le fichier de couverture. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais récupérer le fichier de ma couverture de mon roman. Donc, je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre exactement le même. Hop, et comme ça, il est déjà formaté comme il faut. Ensuite, je vais créer ma page des mentions légales. Donc, je vais faire ajouter une page vierge. Cette page vierge, elle s'ajoute toujours tout à la fin. Moi, je vais la remonter parce que je veux qu'elle soit avant le chapitre. Donc, elle est là, et je vais cliquer droit et je vais la renommer. Mention légale. Et je vais lui attribuer une feuille de style. Tac. Et ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois, je prédéfinis toutes mes pages comme ça, tu vois, puisque on te dit ici comment organiser toutes tes pages. Donc, moi, j'ai suivi ce qu'on me disait et j'ai organisé toutes mes pages. J'ai organisé mes pages avec mon body. J'ai mis si c'était un front matter ou un back matter. Ici, je suis en front matter, je suis dans les pages liminaires. Dans ma section, je lui attribue un ID que j'ai donné moi-même. C'est du copyright page, puisque c'est un EPUB type copyright. Et c'est une page, voilà, avec un H1. Là, je l'ai mis en no display, où en fait, le H1 n'apparaît pas. Voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui manque? Il manque, justement, qu'est-ce qui manque à l'intérieur? Il manque toute cette partie-là. Et c'est ce qu'on va faire. On va convertir cette partie-là. Donc, je copie, colle tout mon HTML. Et voilà. Ah bah oui, je suis bête. J'ai appliqué la feuille de style, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai copié en fait mon head, mais il n'y a pas la feuille de style qui est appliquée. Donc, je suis obligée de la remettre. Donc là, j'ajoute ma feuille de style. Et je fais OK. Voilà, et donc du coup la classe noDisplay est appliquée, donc on ne voit pas mon titre. Autre petite chose que je vais faire, c'est que donc même si je précise dans mon body ici que c'est du front matter, il faut aussi le mentionner ici en clic droit. Hop, il faut ajouter la propriété, ce qu'on appelle les propriétés sémantiques, parce que ça se retrouvera ici dans le navigateur. Par exemple ici, on retrouve la couverture EPUB type cover. Parce qu'elle a été attribuée directement quand elle a été créée. Par exemple, ici, tu vois, elle est marquée cover. Mais pour ma page ici, j'ai rien attribué. Et donc, je vais aller lui attribuer une propriété sémantique qui va se retrouver ici après. Donc, page de copyright. Je fais OK. Et là, comme tu vois, au niveau de la nav, ma page de copyright apparaît. C'est une information supplémentaire qu'il faut donner à ton EPUB. De même, mon chapitre, je vais lui attribuer la propriété chapitre. OK. Et voilà. Et cette propriété, donc, cette propriété sémantique apparaît en plus, parce qu'il faut le faire apparaître dans ces fameux fichiers nav. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, ma petite astuce, alors il faut faire plusieurs choses. La première chose, c'est que cette page-là, il faut t'assurer quand même qu'elle soit configurée sur la page finale, avec tous les espaces insécables et avec tous les caractères spéciaux. Une fois que tu es sûr que ta page est finale, après, tu fais la petite conversion qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va aller dans Fichier et on va enregistrer cette feuille, mais sous un nouveau document, et on va l'enregistrer sous un texte choisi avec l'extension TXT. Et on va choisir l'encodage. Je fais donc avec texte choisir l'encodage, tu fais enregistrer. Et là, on va utiliser, parce que tu as le choix, normalement, tu arrives ici, toute une liste, mais toi, ce que tu vas utiliser, c'est UTF-8. Et tu fais OK. Et ici, à ce niveau-là, dans mon dossier, eh bien, je retrouve ici mon fichier maintenant en .txt. Je vais l'ouvrir. Et mon texte, eh bien, il n'est plus du tout formaté du tout. Mais ça, c'est pas grave, puisque je te rappelle que tu as défini tes classes, donc c'est pas un souci. Alors, ce qu'on retrouve dans ce fichier, on retrouve une chose. On retrouve le NBSP. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les espaces insécables, mais c'est la version texte des espaces insécables. Donc, la première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va donc sélectionner ce texte et qu'on va enlever les lignes vides. Donc, on va aller dans Édition, Lignes, et on va enlever les lignes vides. Et voilà, déjà, j'ai plus de lignes vides, donc ça, c'est mieux. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va ce NBSP là,
Voilà, je vais faire un CTRL-C. L'objectif, c'est de transformer ce NBSP dans le caractère du code XML. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout ça. On va faire CTRL-F, ou alors, si tu n'as pas CTRL-F, tu fais rechercher et rechercher. Donc, tu retrouves la même chose. Et nous, on va aller dans l'onglet remplacer. Et on va faire un CTRL-V, on va coller ce NBSP. Alors tu me dis, il n'y a rien, mais si je souligne ici, il y a une espace. Mais c'est une espace insécable, donc on ne la voit pas. Donc elle apparaît bien ici. Et ce que je veux faire, c'est que dans la sélection, je suis en mode normal, dans la sélection, je vais remplacer cette NBSP par justement mon code ici. Le code de l'espace insécable, mais qui se retrouve dans la version XML. Je fais remplacer tout, et là mon code, il est remplacé là où il y avait tous les anciens codes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on va tout contrôler. Tu as deux lettres soudées. Donc, on appelle ça des ligatures ou alors on appelle ça des digrammes soudés. Et donc ça, je vais lui appliquer son code. Et son code, c'est ici, c'est ce code-là. Et donc, je lui applique ce code. Pourquoi? Parce que quand tu as une lecture et que tu as une lecture accessible, tous ces caractères spéciaux-là, il faut les convertir dans le code que va lire la liseuse. Donc, je remplace tout. Et là, toutes mes œuvres, tu vois, ce livre est une œuvre, est remplacé, le OE lié est remplacé par son code. Donc ça, c'est bien. Et maintenant, mais tu vas me dire, ah bah oui, mais alors... je vais quand même pas aller dans les mentions légales, et puis je vais quand même pas rajouter à chaque fois un paragraphe, et encore un autre paragraphe, et un autre... Non, on va pas rajouter les paragraphes les uns après les autres. Ça, on va le faire d'un bloc. Et comment est-ce qu'on fait d'un bloc? Eh bien, tu surlignes, tu prends tout ton texte, et ce que tu fais, c'est que tu t'assures qu'ici tu as sélection, et par contre, ici, tu as expression régulière et comprend EOL de sélectionner. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter... On va utiliser cet élément-là. On va utiliser la pointe de flèche là qui va vers le haut, qui est sur ton clavier, pour le trouver. Cette pointe de flèche-là, tu utilises cet élément-là. Ça veut dire que tout ce qui est au début de chaque paragraphe, je vais le remplacer par, eh bien, je veux que ce soit un paragraphe avec une classe droit. Voilà. Donc, je copie ce par quoi je vais le remplacer et je vais rajouter cet élément. Donc ici, donc je reviens quand même sur ma page, j'ai tout sélectionné et dans cette sélection-là, donc je veux donc cet élément-là, hop, et je veux le remplacer, donc tout ce qui est au début, ça veut dire que tout ce qui est au début, je veux le remplacer par un paragraphe, une balise paragraphe avec une classe droit. Je fais remplacer tout, et là, ça me change tout mon texte. Alors ici, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire enregistrer sous, et on va enregistrer, tiens, sous un format XHTML. XHTML, comme ça on verra mieux au niveau des couleurs, tu vois. Là, donc là, mon paragraphe, eh bien, il est apparu. Mais le problème, c'est qu'il manque la balise fermante. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre la balise fermante? Eh bien, tu resélectionnes tout ton texte. Cette fois-ci, il faut mettre le symbole du $, et tu mets ta balise fermante pour remplacer. Donc, hop, je reviens sur ma page. Je mets le symbole du $, dans la recherche. Le symbole du $, ça symbolise tout ce qui est à la fin, en fait, de ton paragraphe. L'élément qui est à la fin de ton paragraphe, je le remplace par ça, et je fais remplacer tout. Et voilà, j'ai toutes mes balises P fermantes qui sont situées au niveau de mon texte. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est que je fais un petit copier. Je vais dans mon texte, ma page, je fais un coller, et là, tout le texte de ma mention légale est apparu. Donc c'est une petite manip qui est bien pratique parce qu'elle te permet de mettre tes propres classes. Tu ne te casses pas avec une conversion qui ne te plaît pas. Tu insères ton code et ensuite, eh bien, c'est toi qui vas modifier ton code. Si tu vas rajouter des italiques, par exemple pour tout droit réservé, eh bien, tu peux soit rajouter toi-même ta balise, tu insères toi-même ta balise, ou alors tu peux justement utiliser
ces fameuses petites balises-là, donc à faire bien attention que tu sois dans une balise P. Tu fais I, et là, je rajoute une balise italique. Mais en tout cas, mon texte, il est formaté en fonction des classes que je veux utiliser. Et là, pour mon chapitre, eh bien, je fais la même chose. Je ferai la même manip, mais là, je remplacerai au début par une classe avec texte. Et donc voilà, ça prend pas longtemps et tu peux construire un EPUB proprement à partir de ton manuscrit papier, mais sans toutes les surcharges que tu peux avoir lorsque tu convertis ce texte du manuscrit papier avec un convertisseur. Je te ferai une vidéo de toute façon détaillée où là on construira de A à Z un EPUB à partir d'un manuscrit papier, mais bon ça ce sera l'objet d'une autre vidéo et même d'autres vidéos parce que ça va prendre énormément de temps, on va détailler chaque étape de construction de ton EPUB. Voilà, cette vidéo qui t'explique ce qu'est un EPUB et comment le réaliser est terminée. Je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Cette vidéo n'est qu'une introduction au monde passionnant de la publication des livres numériques. J'en ferai d'autres dans lesquelles on construira de A à Z un livre numérique qui sera accessible. En attendant, n'hésite pas à mettre un commentaire pour demander des précisions ou peut-être une autre vidéo plus détaillée. N'hésite pas non plus à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. À bientôt!